Bonjour, ce mois-ci dans Dialogue littéraire, on mélange les genres. On commence avec le thriller maritime de Laurent Mérère, puis on continuera en découvrant le dernier roman de Claire Fourier et on terminera cette émission en s'entretenant avec Frédéric Bredin qui nous présente un essai politique. Laurent Mérère est entré dans la Marine nationale à l'âge de 20 ans et y a effectué toute sa carrière jusqu'en 2006. Il a embarqué sur une quinzaine de navires, en a commandé 4, a évidemment parcouru tous les océans et a accédé aux plus hautes fonctions. Il a été notamment préfet maritime de la mer du Nord et de la Manche, également de l'Atlantique, et il a été commandant des forces navales de l'océan Indien. Depuis son départ de la Marine nationale, il s'est consacré à l'écriture et enchaîne les conférences sur le milieu maritime. De passage à Brest, il est venu nous présenter son dernier roman, À l'attaque des pirates du Ponant. Laurent Mérère, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui de votre livre « À l'assaut des pirates du Ponant ». Ce livre retrace la prise d'otage du voilier Le Ponant du 4 au 11 avril 2008 et l'opération militaire qui en a découlé. Alors Laurent Mérère, pourquoi ce livre et quelles ont été vos motivations? Eh bien, j'ai trouvé que cette affaire, c'était finalement une belle histoire qui s'était très bien déroulée, qui avait été très rapide. Je l'avais suivi à l'époque, au mois d'avril 2008, parce que il se trouve que j'avais mené quelques années auparavant les premières opérations françaises contre la piraterie moderne en océan Indien. Voilà, donc ça m'a amené à réfléchir à la question et puis à me dire, dans le fond, ce serait bien de saisir l'opportunité de cette opération qui a été un succès, qui a été assez courte, pour deux choses. La première, c'est expliquer au public, à nos concitoyens, les ressorts, comment est-ce qu'on arrive au succès, comment est-ce qu'on mène une opération comme ça compliquée. Et puis le deuxième, c'était mettre en scène les marins, les gendarmes dans leur action, et puis leur rendre hommage, parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre et qui méritent, je pense, d'être mieux connus, d'être mieux présentés, et c'est ce que j'ai voulu faire. Vous parlez dans votre livre d'un événement récent pour lequel les archives ne sont pas encore ouvertes. Comment avez-vous travaillé ? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question qui en appelle évidemment beaucoup d'autres. Alors, comment j'ai travaillé? Donc, une fois que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure, donc j'ai fait un espèce de synopsis assez rapide d'une vingtaine de pages. Et à partir de synopsis, j'ai identifié les personnes qui avaient été des acteurs et qui pourraient m'informer, me donner des renseignements. Et donc, j'ai communiqué le synopsis à chacune d'entre elles. J'ai dit, vous étiez là à tel moment, vous avez fait quoi? Suspense et rebondissements sont présents justement dans votre livre. C'est ce qui vous a amené à le qualifier de thriller maritime? Il faut emporter d'abord la curiosité du lecteur. Il faut qu'il puisse se dire, tiens, il va y avoir quelque chose que je ne connais pas, qui va m'apporter quelque chose, qui va m'emmener dans un monde que je ne connais pas, et puis qui va me donner aussi quelques sensations. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ces gens vont se comporter? Et puis des gens que je connais, des vrais. Hein, c'est pas du roman, c'est du vrai. Donc il fallait trouver le moyen. Et voilà, c'est celui de ces séquences que j'ai essayé de... Et puis le mot thriller, qu'est-ce que vous voulez? Oui, je crois que c'est le mot qui correspond. Cet ouvrage est plus que le récit d'une opération militaire. Est-ce qu'il a une vocation documentaire? Mais oui, je crois, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, parce que tout ce que je raconte, évidemment, est vrai. Quand je suis dans un hélicoptère, c'est comme ça qu'on le pilote, c'est comme ça qu'on agit, c'est là qu'est le tireur d'élite. Quand on est dans un avion de patrouille maritime ou sur un bateau, à une passerelle ou avec les gendarmes, à leur PC de Satori, ou dans le bureau du chef d'état-major des armées, il y a une vocation documentaire, parce que je pense que les gens ont le droit de savoir comment ça se passe. Alors, comme je connaissais tous ces lieux, ça n'a pas été très difficile pour moi, soit de retrouver ce que j'avais vécu, soit d'imaginer ce que ça avait été. Et j'ai fait naturellement vérifier tout ça par ceux qui avaient été, une fois que je l'ai eu écrit, qui avaient été aux affaires. J'aimerais vous poser une dernière question. Je vous en prie. Quelles ont été les répercussions de cette opération? Elles ont été très importantes parce que c'est la première fois qu'un pays répondait aux actes de piraterie avec une telle vigueur et on doit le dire, avec un tel talent. Donc il y a eu plusieurs résolutions des Nations Unies à la suite de cette opération et de l'action de la France. Ça c'est important. Et puis à partir de là aussi, la France a entraîné d'autres pays à organiser la lutte contre les pirates. Ça a été l'opération Atalanta de l'Union européenne qui dure toujours, et puis d'autres opérations, l'OTAN,
les États-Unis, d'autres pays. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de navires appartenant à une vingtaine de nations qui luttent contre la piraterie, et c'est la France qui a montré l'exemple. Née à Ploudalmézeau et révélée en 1996 avec Métro Ciel, l'ancienne professeure de lettres et bibliothécaire Claire Fourier a depuis écrit de nombreux romans, mais également des haïkus, des essais et des récits historiques, notamment Route coloniale 4 en Indochine. Aujourd'hui, elle revient sur ses terres natales avec les héros de son livre Les secrets de la guerre, dans lequel un homme et une femme décident de donner tort à la guerre et de rentrer dans une sorte de résistance. Bonjour Claire Fourier, vous publiez Les silences de la guerre aux éditions Dialogue. D'emblée, le titre de votre roman résonne en nous. On songe au silence de la mer de Vercors. Quel lien peut-on tisser entre votre roman et les cris légendaires de Jean Vercors ? Eh bien écoutez, c'est une histoire qui m'a hanté longtemps, Le silence de la mer, parce que c'était un livre culte pour ma génération. Et il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, Pierre Cipriot me lisait les pages manuscrites d'un livre qu'il consacrait à Romain Rolland, un pacifiste. Et l'idée m'a alors traversé l'esprit qu'au fond, ce livre culte ne méritait pas de l'être et que l'histoire ne tenait pas debout. J'ai relu patiemment Le silence de la mer et je me suis dit, non, un jour, j'écrirai le livre contradictoire à cet ouvrage-là et à ce livre célèbre. Ça m'a hanté longtemps, j'ai hésité parce qu'on me dissuadait de le faire. Et puis un beau jour, je me suis décidée, je me suis dit, allez, j'y vais. Il faut peut-être que ce soit une Bretonne qui le fasse, une Bretonne têtue, entêtée, obstinée et qui ait le courage de contredire Jean Vercors. L'idée de résistance supérieure est au cœur de votre récit et il illustre le sentiment amoureux qui unit la jeune bretonne Glauda et le bel allemand Hermann. L'amour serait-il alors comme une arme de la paix ? Oui, l'amour est une arme de la paix et justement c'est pourquoi sur le bandeau qui est sur la couverture dit bien au-dessus de la haine, et l'amour au-dessus de la haine contribue à tuer la guerre. Mes héros, ils sont dans une résistance à l'idée même de la guerre. L'histoire se passe en Bretagne, à Ploudalmézeau plus précisément. Quelle est la symbolique de ce territoire dans lequel vous avez placé votre récit ? Je me suis demandé au départ où j'allais placer cette histoire à partir du moment où je voulais faire parler des gens intimement de la guerre. J'avais pensé à la guerre d'Afghanistan ou à la guerre d'Irlande, à l'Irak, puisque c'était plus près de nous. Et puis je me suis dit non, je ne connais pas ces pays-là, tandis que je connais la guerre de 40 un petit peu pour en avoir entendu parler mes aînés, et je connais la Bretagne. Donc j'ai choisi de situer ça à Brest et de faire venir l'officier allemand d'un pays qui ressemble physiquement au Finistère, c'est-à-dire la Baltique. Mais je me suis aperçue qu'à Brest, en effet, que Brest avait été un résumé de choses extraordinaires pendant la guerre. Votre roman s'appuie sur des faits historiques précis de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tout ce travail historique que vous avez effectué, était-il nécessaire à ce livre ? Je ne sais pas. Je peux vous dire qu'au départ, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre aussi documenté sur le plan historique. J'avais en tête des livres de femmes, comme Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras et d'autres textes, mais ce sont des femmes qui ont écrit des livres, qui ont parlé d'amours interdites, sans jamais les situer dans un contexte historique. Et peu à peu, je me suis documentée quand même. Et je me suis dit, mais il y a une masse de documents considérables qui n'ont jamais été exploités, ou si peu, ou si mal. Non, je vais intégrer mon histoire, mes personnages fictifs dans un cadre historique très précis, très exact. Mon problème, ça a été de rendre très limpide tout ça. C'était un problème de langue. Il fallait que ma langue soit limpide pour faire passer des choses, une histoire quand même complexe. En cette période électorale, votre émission Dialogue littéraire se penche elle aussi sur la campagne présidentielle en recevant Frédérique Bredin. Cette dernière a été attachée culturelle auprès de François Mitterrand de 86 à 88, ministre de la Jeunesse et des Sports de 91 à 93 et secrétaire nationale du Parti socialiste. En 2000, elle quitte la vie politique pour diriger Lagardère Active avant de se diriger vers le Journal du Dimanche. Aujourd'hui, elle nous présente un essai sur les campagnes présidentielles de 1965 à nos jours.
C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Frédéric Bredin. Vous venez nous parler de votre dernier ouvrage, Tir à vue, la folle histoire des présidentielles, livre que vous avez écrit avec Jean-Jérôme Bertolus et qui paraît aux éditions Fayard. Cet ouvrage est une rétrospective des campagnes présidentielles depuis 1965. Quel était votre but? Alors, toute l'idée était d'analyser un peu l'évolution des campagnes présidentielles depuis que le mode d'élection des présidents de la République a changé. Parce que le général de Gaulle, en 1962, a proposé une réforme à tous les Français, par référendum, qui était de faire élire les présidents de la République au suffrage direct et non plus au suffrage indirect, c'est-à-dire par des grands électeurs. Et alors qu'on allait rentrer dans une nouvelle campagne présidentielle, la 9e de la 5e République, il nous a semblé, à Jean-Jérôme Bertolus et à moi, intéressant d'essayer de comprendre comment cette campagne avait évolué depuis cette grande réforme. Vous présentez les dessous des présidentielles dans votre livre. Il y avait là une volonté de montrer l'envers du décor? Oui, à la fois l'envers du décor, c'est-à-dire un peu comment on fabrique une campagne, comment elle se fait, en termes même physiques, c'est-à-dire on voit bien que ça demande des efforts physiques considérables aux candidats, ça demande une santé de fer, ça demande du talent oratoire bien sûr, mais une énergie que très peu de gens ont. C'est à la fois démonter un peu les mécanismes des campagnes dans leur organisation, mais aussi faire un portrait du candidat, si je puis dire, idéal. Ça veut dire un candidat charismatique, qui incarne un projet, un candidat forcément qui rassemble, qui protège et qui respecte les Français. C'est très important. Les Français sont très très sensibles au fait qu'on les aime. Et puis bien sûr, il faut une grosse machine de guerre, ça veut dire qu'il faut un parti important. Il faut un parti qui est soudé, qui a des moyens, et on le voit bien, il faut aussi beaucoup d'argent pour qu'un candidat puisse gagner des élections. Ce qu'il y a tout de même, c'est qu'à la question qu'on s'est souvent posée, c'est est-ce qu'il ne faut pas avoir un petit grain de folie pour accepter tout ça? Ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont tous le sentiment d'être habités, une forme d'obsession. Ils croient à leur destin, ils pensent que ce destin va croiser celui de la France, ils croient en leur étoile, mais ça ne suffit pas, ce ne sont pas tout à fait forcément les mêmes qualités qui font qu'on est un président de la République, qui prend les bonnes décisions, qui est rassembleur et qui porte le pays vers l'avant. Ce n'est pas tout à fait les mêmes qualités, non. En conclusion, vous dites « Ce qui fait le charme de cette élection, c'est la capacité qu'ont les Français à revivre leur 14 juillet 1789, cet instant délicieux où l'on peut couper la tête du roi et croire à des lendemains plus heureux. » C'est ce qui plaît aux Français, en fait, cette espèce de possibilité de maîtriser? Oui, je pense que c'est très important et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne reviendra jamais en arrière, parce que c'est un moment qui domine complètement la vie politique, où les Français, quand même tous les 5 ans maintenant, tous les 7 ans avant, confient les clés de la nation à quelqu'un, mais c'est eux qui choisissent ce quelqu'un. Et c'est quelque chose de très fort. Et puis alors il y a aussi chez les Français, je pense quand même, un certain goût pour les très grandes compétitions sportives. Et c'est vrai que de ce point de vue, une élection présidentielle, c'est un moment extrêmement fort, avec du suspense, des sondages qui montent, des sondages qui baissent, des coups bas, des passions. Enfin, je veux dire, ça vaut un grand match de foot. Et ben voilà, c'est terminé pour cette émission. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et puis au mois prochain, Kenavo!